Je suis plus que ravi d'accueillir Tristan aujourd'hui. Là, j'annonce, ça va être un bon shoot d'inspiration pour tout le monde. Parce que toi, tu vas le dire et je vais te laisser te présenter. Ouais. Mais tu as eu 2 métiers où il y a peu d'élus. Je pense qu'en plus, c'était pas gagné d'avance. Mais tu vas nous le dire. Bon, voilà, j'en dis pas plus. Ouais. Je te laisse peut-être te présenter, Tristan. Donc, merci d'être venu, d'avoir accepté l'invitation. Merci Sylvain, je suis venu avec plaisir. Et voilà, je me présente, Tristan Bongo, né à Kinshasa, arrivé à Toulouse à l'âge de 5 ans. Et à côté de ça, un parcours de footballeur amateur. Et plus tard, semi-professionnel et un contrat professionnel. Et un deuxième contrat professionnel avorté. Voilà on reviendra sur ça après. Voilà. Et tu es passé de footballeur professionnel à chauffeur privé. Mon métier actuel depuis maintenant 10 ans. 10 ans, voilà. J'ai basculé après un dépôt de bilan dans le foot, j'ai basculé chauffeur privé sur un coup de tête. C'est parti, du lendemain, j'ai tout changé. On va reprendre tout ça. On va revenir dans le détail sur tous ces sujets-là. Peut-être juste pour les personnes qui vont nous écouter. En fait, Tristan, je t'ai rencontré. En fait, on s'est croisés 2 fois dans notre vie, finalement. Exact. Dans tes 2 carrières professionnelles. C'est incroyable. On s'est pas vu depuis 10 ans. Ouais. La dernière fois qu'on s'est vu il y a 10 ans, ça faisait 10 ans qu'on s'était pas vu. Donc, on s'est vu 2 fois en 20 ans. Mais on a toujours gardé contact. Donc, pour la petite histoire, comme ça tout le monde est au courant, en fait, on a évolué quelques mois ensemble dans ton premier club amateur où tu étais au plus haut niveau amateur. Albi. Voilà. Et ensuite, on s'est retrouvés dans le monde du VTC qui est un milieu que je connais particulièrement bien et dans lequel toi, tu évolues encore. Donc, voilà. On s'est rencontrés quand j'ai commencé mon nouveau métier, que tu t'es déjà installé et même que tu m'as fait bosser. Peut-être, ouais. Oui, au début. Sûrement. Oui. Donc voilà. Quoi. Donc, on va parler un petit peu de foot. Mais en vrai, le foot, c'est clairement pas le sujet principal. Donc, que vous aimiez ou pas le foot, en vrai, vous pouvez que kiffer cet épisode parce que je pense que tu peux être hyper inspirant pour beaucoup de personnes. Comme je te le disais avant de commencer, l'idée de ce podcast, c'est de donner envie à des gens qui sont pas heureux, des gens qui sont malheureux au travail ou qui se sentent pas épanouis, qui n'osent pas faire des choses. En général, il y a beaucoup de personnes qui se trouvent des excuses pour pas faire les choses. A priori, toi, les excuses, tu n'en as pas trouvé beaucoup. Et tu as foncé. Tu en as plein qui disent « Ouais, mais j'ai pas fait d'études, j'ai pas fait ci, j'ai pas fait ça. » Ils sont dans le syndrome qu'on appelle de l'imposteur et tout ça. Toi, tu es arrivé, donc tu l'as dit dès le démarrage, à 5 ans de Kinshasa. Voilà, exactement. Donc déjà, tu n'es pas né en France, tu débarques en France. Dans quelles conditions, sans parler de forcément toutes les études que tu as fait, mais dans quelles conditions tu as grandi à Toulouse et comment tu te projetais quand tu étais jeune? Tu te disais quoi quand tu étais à l'école? Tu étais bon élève à l'école? Non, j'ai jamais été un bon élève. J'ai été un élève sur mon parcours assez moyen, même très moyen vers la fin. Mais au début, c'est une famille française. Quand je suis arrivé ici, qui m'ont accueilli, qui m'ont aidé, qui ont aidé mes parents, me prenaient le soir faire les devoirs, donc l'école primaire, donc tout ça, ça s'est bien passé parce que en amont, il y avait des gens qui m'aidaient. Dès qu'ils m'ont lâché vers le collège et le lycée, ça a été beaucoup plus difficile. Donc le second parcours scolaire a été compliqué, mais j'ai quand même réussi à avoir un bac professionnel qui aujourd'hui m'aide. C'est un bac pro de quoi que tu as fait? Bac pro maintenance. Ok. Donc aujourd'hui, mes devis, les factures, tout ça, donc pour répondre, tout ça, donc c'est impeccable. Mais heureusement que j'ai eu une base. Tu te voyais... Tu pensais que quand tu avais 15, 17, 18 ans, tu pensais que tu allais faire quoi comme métier, toi? Mon rêve était d'être Diego Maradona. Ok. Donc j'en tenais le rêve, tu l'as pas atteint. Très loin. Et moi, je me voyais percer dans le foot parce que j'étais amateur, mais je me disais que j'y croyais tellement. Même semi-pro, vivre du foot, un petit peu, je me voyais, parce que je me voyais pas dans le monde professionnel, vu mes études. Ah, tu croyais que tu étais déjà quand même jeune dans l'optique foot. Donc, on l'a dit à un moment donné, tu as été... pas star de foot, mais vivre un peu de foot. Vivre un petit peu de foot, voilà. Ce que tu as fait. Hein. Mais pour autant, pour ceux qui ne connaissent pas du tout le foot, ceux qui arrivent à être footballeurs professionnels en général, à 99%, ils ont fait des centres de formation. Exactement. Tout ce que tu n'as pas fait. Je n'ai
fait aucun centre de formation. J'ai été refusé dans la plupart des centres de formation. Donc moi, j'ai fait vraiment un parcours qu'amateur. Et à 18 ans, bac pro en main, je suis parti travailler Ok, en tant c'était quoi que ton premier job? livreur. Donc j'aimais déjà la conduite. Donc je suis arrivé à Albi, je joue au foot et je travaillais à côté tous les matins. Voilà. Donc j'avais pas de perspective professionnelle pour l'avenir. Mais quand même, tu avais déjà un premier. Enfin, donc, tu travaillais le matin et tu Mhm. combinais le foot Ouais. et ton métier. À Albi, bon, du coup, je le sais parce que j'y étais Oui, oui. alors, un petit peu. Euh, C'était le plus haut niveau de foot amateur en France, ce qu'on appelle la 4e division. Mhm. En général, c'est quand même aussi beaucoup de personnes qui viennent de centres de formation. C'est tous ceux qui n'ont pas réussi à être professionnels qui viennent Qui là. arrive dans cette antichambre. Et c'est un petit peu semi-professionnel parce que la plupart des gens sont payés plus ou moins, je ne sais pas quel est le niveau de revenu en général, c'était entre 800 et 2000 euros, on va dire, peut-être par mois. Exactement, 800, 2500, ça dépend des postes, comme tu le sais très bien. Mais c'était ça à peu près. Donc, toi, déjà, tu arrives dans ce club à Albi. Donc, encore une fois, c'était amateur rémunéré quand même. Donc, tu as passé, je crois, 3 ou 4 ans là-bas. Donc, déjà, tu continues quand même à te dire que tu pouvais faire une petite carrière ou que tu pourrais Non, continuer à être. pour moi, la carrière professionnelle, c'était mort, hein. C'était continuer comme ça, toucher un peu d'argent et on verra plus tard. J'avais rien de concret, vraiment, ni professionnellement, ni footballistiquement. Et quand j'arrive à Albi, je suis content d'arriver à Albi parce que avant cela, je travaillais avec mon père dans la maçonnerie. Donc c'est dur. J'ai 19 ans, 19, 20 ans. Je travaille avec mon père et Albi, quand il m'appelle, il me sort un peu de là parce que c'était le froid, l'été, dans les bâtiments. Donc là, Albi me permet de vivre un peu du foot quoi, et de sortir de là. Et donc là, je pars à Albi et à fond sur ce petit projet qu'on a eu, quoi. Et d'ailleurs, moi, je m'en souviens quand tu as débarqué au club de foot d'Albi, je me disais, Tristan, il a l'air d'avoir une grosse volonté et tu avais une envie folle. Et je me disais, par contre, c'était pas le plus doué techniquement. Mais, Je me disais, il a quelques lacunes techniques. Et, mais Sylvain, c'est mon parcours entier. J'ai jamais été fort à l'école. Au foot, j'ai été bon, mais j'ai jamais été le meilleur. Mais l'envie que j'avais partout, ben, c'est ça qui m'a amené jusqu'à là aujourd'hui. Moi, j'ai toujours eu plus envie que les autres. Et c'est là qui a fait la différence. alors, donc tu joues à Albi. Donc on joue encore une fois à un niveau amateur où les gens ils sont un petit peu rémunérés, mais ça suffit pas. Et après, tu réussis à franchir encore un step. Tu passes dans un club où tu vas monter en 3e division. Et puis un jour, parce que encore une fois, tu as sûrement fait tes preuves, Ouais. on te propose un contrat Mm. professionnel. Voilà. Eh ben, Donc tu signes à Strasbourg, c'est ça? ouais, je signe à Strasbourg un contrat professionnel de 2 ans plus 1, donc 3 ans. C'est un peu mon but, hein, mon Le rêve. Hein. Graal. Parce que pour moi, le monde pro était fini. Et je signe ce contrat. À côté, je vais en sélection du Congo. Mais après ce contrat, c'est le début de la fin, je pense. Ça va tellement vite. Donc- C'est pour ça qu'il faut se remettre en question tout le temps. Parce qu'après ce contrat, tout rebascule de l'autre côté, quoi. Déjà, encore une fois, on parle pas trop de foot, mais t'es arrivé, le club de Strasbourg, pour donner un peu l'image, Mhm. ça reste quand même un club Un gros- historique un français, gros c'est club. une grande ville, c'est un Mhm. grand club avec des moyens, on te propose un contrat de 3 ans, Mhm. tu débarques, donc déjà tu quittes Toulouse pour débarquer à Strasbourg. Ouais. Comment ça se passe quand toi, qui as toujours été, t'es maçon, tu as été livreur, tu as vécu de petits boulots avec le foot, c'était, ben là pour le coup, tu as atteint ton rêve, quand tu te retrouves dans un club pro avec toutes les installations, tu te sens comment? Mais franchement, j'ai toujours été un leader parmi les leaders en amateur. Et là, il n'y a plus de foot, j'y arrivais plus. Les quelques mois, je me suis pas adapté parce que c'était un trop gros changement. Mais quand on n'y est pas, on ne le voit pas comme ça. Mais quand je suis arrivé, c'était un gros changement niveau salaire, niveau infrastructure. Voilà. Et j'ai choisi, je pense, peut-être un club trop élevé. J'avais d'autres choix. Mais moi, j'ai pris, peut-être parce que si j'avais pas le temps, j'avais 25 ans, donc j'ai pris Strasbourg parce que. Mais Strasbourg aussi avait des problèmes parce qu'ils venaient de faire 2 descentes, Ligue 1, Ligue 2. Il y avait déjà des problèmes et tout ça, ça a fait que ça n'a pas matché, quoi. Donc, tu as fait un
un peu plus, je crois, d'un an à Strasbourg. Ouais, j'avais signé 3 ans, j'ai fait un an et demi. Après, il y a eu dépôt de bilan. Et retour, j'avais quelques clubs qui me voulaient, mais j'ai fait le choix de revenir dans un cocon familial où j'étais bien avec le coach, où j'étais bien. Donc je suis revenu à l'USNAC, mais je savais que voilà, ça serait plus dur en revenant. On allait jouer le maintien comme d'habitude, mais finalement, on joue la montée. Donc, Ouais, et donc, tu t'es retrouvé dans un club qui s'appelle l'USNAC. C'est un Mhm. petit club, Un petit vieux village. bastion, un petit village en Ariège que Ouais. personne Et quand n'attend. je quitte Albi pour aller à l'USNAC, je veux vraiment pas aller à l'USNAC. Je me dis, Albi, toi, tu étais là, tu as vu comment c'était quand même bien structuré pour une CFA. On était bien payé, toujours bien placé en termes de classement. Quand je vais à l'USNAC, je me dis, c'est vraiment financier, quoi. Ils me font une très belle offre et comme certains mecs d'Albi ont dit, Tristan, il joue pas côté droit, il joue côté argent. La blague est très drôle. Voilà, et je suis parti. Et au final, ça m'a apporté beaucoup, quoi. Donc, tu as quand même. Quels sont les. Du coup, toi, maintenant que tu l'as vu avant tout le monde, finalement, que tu pouvais être professionnel, Mhm. tu as cru en toi. Mhm. Est-ce que c'est ça la principale qualité? Tu penses que. C'est quoi tes principales qualités pour faire que tu as réussi à atteindre un niveau, donc à être professionnel, ton rêve, Mhm. ce qui est le rêve quand même de beaucoup d'enfants à travers le monde. Mhm. Euh, Mais c'est mental, hein. Comme je dis, j'ai jamais été le meilleur. Dans tout mon parcours, j'ai jamais été dans les meilleurs. C'est que je veux plus. Et dans ma tête, je me dis, personnellement, hein, dans ma tête, je suis le meilleur, je suis le plus beau, je suis le plus fort. Dans ma tête, je me dis ça. Jusqu'à aujourd'hui. Et comment tu le matérialisais concrètement? Alors, tu te le disais, est-ce que tu mettais en dehors du terrain, est-ce que tu mettais d'autres ingrédients pour préparer ça? Je voyais ce qu'il y avait à côté, ce qu'il y avait. Donc, j'étais obligé de me dire pour me mettre au niveau des autres. Donc, et jusqu'à aujourd'hui, il n'y a rien qui est facile. Donc, personnellement, je pense que mentalement, j'étais et je suis fort. J'aime ça. Donc, tu as fait 10 ans, un peu plus de 10 ans dans le foot, je pense. Mhm, mhm. Tu as fait footballeur professionnel, tu as été. Alors, encore une fois, on démystifie un peu tout ça. C'est pas quand on est professionnel dans le foot en 3e ou 2e division, on va pas pouvoir financer la vie de générations de familles. Donc, ça, c'est plutôt le gratin. Oui, Donc, en fait, ça te permet quand même de bien de bien vivre vivre. au quotidien Mais sans pour autant non, assurer les décennies qui vont arriver. on est très loin. On est très loin. Quand on est en seconde division ou troisième, on vit bien. Ça, on peut pas se le Les cacher. revenus moyens, c'est quoi? En 2e, 3e division, ça doit être peut-être 5 000 euros max? Alors oui, 5 000 euros, et quand tu joues devant, entre 5 et 15 000. Et comme ça dépend des gros clubs, comme Strasbourg, tout ça, ça peut encore chiffrer beaucoup plus. Mais les contrats, sont pas longs, c'est 2 ans, 2 ans et demi, 3 ans max. Et la plupart, on ne va pas jusqu'au bout, hein. Et donc, quand tu as déjà, tu as des revenus qui sont plus hauts que ceux que tu aurais pu espérer Espérer. à l'époque. Mhm. Toi, tu le vois comment ça? Tu as bien vécu ou déjà tu préparais un peu l'avenir? Alors, vu que je viens d'en bas, donc je connaissais les difficultés qu'il y avait en bas, donc j'ai bien vécu, mais j'avais quand même gardé, j'avais quelques personnes qui me conseillaient, qui me géraient financièrement, des amis hein, qui ont joué au foot à moi, Pascal Bouglet qui était là aussi. Donc j'avais quand même, voilà, je savais que le retour à la réalité, c'était un petit rêve en fait, que le retour à la réalité allait être difficile. Donc j'avais mis de côté pour ma reconversion, mais je ne la connaissais pas encore. J'ai mis un petit peu de côté et j'en ai dépensé pas mal quand même aussi. C'est ça le problème. Et tu abordes la transition, donc la reconversion, tu savais pas quoi faire. Et c'est ce qui m'a le plus intéressé, je pense, en t'invitant, c'est de dire, ben, en fait, voilà, tu as plein de personnes qui ont un métier où ils ont fait des fois des études et ils sont établis et eux, ils osent pas changer de métier alors qu'ils ont déjà quand même pas mal de choses en eux. Ils ont un gros bagage. Ils s'en rendent ont pas fait compte. des études par rapport à ça. Moi, j'avais rien. Donc toi, tu te retrouves, Mhm. tu as fait du foot. Mhm. Ta carrière, tu vois que ça va finir. Donc, à un moment donné, comme tout sportif professionnel, il faut penser à la reconversion. Oui. Comment te vient l'idée de devenir chauffeur privé? J'ai 31 ans. Le club de l'Usenac, dépôt de bilan.
Alors je me dis, Tristan, tu continues dans le foot, tu vas retrouver un club de national pour 2 ans et demi, tu vas retoucher 4 000, 3 000, soit tu arrêtes maintenant, de suite, tu changes et tu bascules sur autre chose. Et comme j'avais déjà assez souffert du foot, entre les deux dépôts de bilan, c'est compliqué, je me suis posé, je me dis j'arrête, il faut que je bascule sur autre chose. D'ailleurs, c'est marrant, avant de basculer sur l'autre chose, toi, depuis le petit, tu te dis, vas-y, je vais être footballeur, personne n'y croit, mais moi, je vais le faire. Tu y arrives. Et quand tu y arrives, tu tapes des dépôts de bilan. C'est 2 dépôts de bilan. Improbable, quand même. 2 dépôts de bilan d'affilée. Donc, il faut quand même avoir une envie de ouf pour sortir et rebondir. Donc, capacité de rebondissement, je pense qu'on te met 100 sur 100. Et envie, 100 sur 100. Donc, c'était juste pour souligner ça, que rien ne t'a été offert. Non, rien n'a été offert. Tu accomplis ton rêve, tu signes un contrat pro, au bout d'un an et demi, tout s'arrête. Tu te dis, allez, je change de club et on a une autre aventure, je peux re-signer pro, tout s'arrête. Et là, je prends la décision, allez, stop, et on bascule sur autre chose et qui sera encore mieux, je l'espère. Et donc, tu bascules sur chauffeur privé. Comment tu t'es venu l'idée finalement? Tu as dit au tout début, c'était un coup de tête. Comment il est venu ce coup de tête? Après, j'ai toujours aimé conduire. Comme j'ai dit, j'avais commencé livreur, tout ça. Dépôt de bilan, le club s'arrête. Je vais à Pôle emploi, je m'inscris. Je rentre chez moi, il est midi, après l'entraînement. Je regarde la télé. Et on est en 2014. Je vois Uber, la télé, reportage sur TF1. Je me dis, mais pourquoi je pourrais pas faire ça mais avec mes clients à moi, perso, avec mon réseau que j'ai? C'est la question que je me suis posée. Après, il faut oser le faire. Et là, pendant mon parcours à l'USNAC, j'ai toujours été suivi par la concession JNB Auto. C'est Jean-Noël Bergeau, c'était un peu mon mentor. Donc je l'appelle, après le TF1, je lui dis, j'ai vu un truc à la télé, les voitures, là, Uber. Il m'a dit, oui. Et ça m'intéresserait de le faire, mais qu'avec mon réseau. Et là, le monsieur il me dit, mais qu'est-ce que t'attends? Et le lendemain, j'étais à Pôle emploi. Le lendemain matin, 8h, je suis allé, j'ai demandé une formation. Ils m'ont dit, c'est la dernière formation VTC qui reste. Après, ça devient sur examen. Et je lui ai dit, il n'y a que moi, comment on pourrait faire? La dame, Sylvie Algara, je la remercie jusqu'à aujourd'hui. Mais elle s'est démerdée, elle m'a trouvé, elle m'a financé. Et 4 jours après, j'étais en formation. Voilà, tout simplement. Formation VTC, 1 mois et demi. Et fin décembre, j'avais l'examen en poche. Et début avril, 3 mois après, j'ai commencé. J'ai acheté une voiture avec les économies que j'ai monté un site internet. Comme j'avais mis un peu d'argent de côté, j'avais pas tout. Donc j'ai pu faire un site, faire un crédit. Et j'ai été accompagné par ce monsieur Bergeau pour les véhicules. Et j'ai débuté. Voilà. Parce que 3 mois et demi après, j'étais. Parce qu'il faut savoir quand même que quand on se lance en tant que VTC, donc c'est une activité où on n'est pas salarié, on est indépendant. Et il faut quand on se lance, il faut sa voiture. Sauf que sur ce marché-là, les voitures, c'est des voitures haut de gamme. Toi, en plus de mémoire, tu as acheté une berline. Non, c'était un Lexus, un 4x4. Bon, on s'est trompé dès le départ, mais ça fait partie du jeu. Mais c'est quand même, voilà, ce que je veux dire, c'est que c'est pas négligeable. C'est des investissements qui sont lourds pour n'importe qui. Et donc, ça veut dire que tu joues, en fait, tu mises beaucoup, une grande partie de tes économies que tu as fait dans ta carrière numéro 1 sur ce projet-là. Donc, c'est quand même une prise de risque. Il y a une prise de risque. Il y a une prise de risque. C'est quand même de l'argent que je m'étais gardé et tout ça. Je me suis dit, bon. Ton entourage, t'étais marié à l'époque? T'étais comment Oui, j'étais en couple. Mais j'écoute personne. Donc, je fais que ce que j'ai envie. Donc, j'en ai parlé à ma copine. Elle m'a dit, fais ce que tu as à faire. Donc, après, j'écoute, mais après, je prends mes décisions tout seul. Et c'était parti. De toute façon, j'étais lancé sur ça et j'allais plus changer.
Et donc, quand tu te lances au démarrage, parce que se lancer sur ce marché-là, c'est quand même assez complexe, parce qu'il y a beaucoup de concurrence, on l'entend tous les jours à la télé, c'est des milliers de chauffeurs qui se sont déversés sur le marché du VTC, et c'est ce qui me plaît, et qui me plaisait en t'invitant, c'est-à-dire que toi, tu n'as pas choisi les secteurs d'activité les plus faciles, des footballeurs, des élus qui sont professionnels, qui sont un contrat pro, il y en a peut-être 0,5%, voilà, donc c'est très peu, et les chauffeurs VTC, il y en a beaucoup. Certains sur les chauffeurs Uber ont l'image du chauffeur en casquette et un truc. Non, il y en a. Et toi, tu as réussi à être il y a peu d'élus pour être chauffeur privé. Est-ce qu'on peut dire peut-être ce que c'est que chauffeur privé? Tes clients, c'est qui? Mes clients, c'est à peu près tout le monde, mais c'est réservé à une classe un peu plus VIP et élevée. Donc, je suis au service vraiment du client. En 3 mois, je suis passé, on était à mon service, et maintenant, 4 mois après, je suis au service. Donc, tout a basculé. Et maintenant, le service, je suis prêt à tout faire pour les clients, quoi. Donc, j'organise tout, le séjour, c'est un peu de la conciergerie, comme vous connaissez, quoi. Ouais, mais du coup, tu as réussi, ça veut dire, à te faire ta place dans ce marché-là, pour que tout le monde se fasse une image. En fait, les chauffeurs VTC, souvent, ils vont passer par des applications, donc Uber, il y en a d'autres, et donc ils sont un peu captifs de ça. Et toi, tu as réussi à te faire une place auprès d'une clientèle qui est plutôt les grands hôtels, les grands industriels. Je pense à Airbus à Toulouse. Comment tu as fait? Comment tu t'es débrouillé pour réussir à te faire ta place? Quelles sont les qualités dont tu as dû faire preuve pour y arriver? Mais la place, ça n'a pas été Combien de temps ça t'a pris? Pour être vraiment bien reconnu, 5-6 ans. Donc, dès que j'ai commencé, je suis parti voir Airbus, au culot. La société, pas Airbus, la société qui transporte les VIP d'Airbus. Donc, je suis parti là-bas, je me suis présenté. Ils m'ont dit, oh, on te connaît, t'es un joueur de foot. Non. Le réseau, quoi. Ils m'ont pris et j'ai travaillé pour eux pendant 3-4 ans à faire les VIP d'Airbus. Donc là, déjà, en sous-traitance. Donc là, déjà, une bonne base. Là, c'est que du top VIP. Et il faut être classe, il faut être bien habillé, propre, parler anglais. Alors, c'était une question que j'allais te poser. Tu te dis, ok, les études, c'était pas trop ça. Là, tu arrives sur quand même le Graal du chauffeur, c'est-à-dire que tu vas prendre des VIP. Les VIP d'Airbus, c'est quand même des gens qui viennent acheter des centaines d'avions. Donc, c'est pas des petits contrats. Et quand les gens y viennent, à mon avis, Airbus, ils ont envie que le chauffeur il soit hyper ponctuel, que tout soit carré. Il peut pas y avoir de faille. Non. Ponctuel, carré, tenue vestimentaire appropriée. Là, c'est zéro. Et l'anglais, tu as fait comment alors? L'anglais, j'ai appris sur le temps. Heureusement que je connaissais les verbes irréguliers au collège. Je les avais, il n'y avait que ça que je connaissais par cœur. Donc ça m'a un peu aidé. Et après, maintenant, c'était sur le tas avec les clients, à force de les côtoyer, de faire des balades. Et ça rentre. Après, c'est un anglais un peu congolais, mais on s'adapte. Mais donc, quelles sont les qualités, finalement, dans les deux mondes, que ce soit le foot ou VTC? Tu t'es fait cette place parmi le gratin Je sais pas, il y a un peu de chance aussi. Mais comme j'ai dit, si j'ai basculé dans ça, c'est que je savais que tout ce que m'avait donné le foot, et le réseau qu'il y a dans le foot, j'avais une place pour percer. Parce que presque tout est lié. Voilà, je me suis servi, Fabien Barthez m'a aidé sur les hôtels. Voilà, j'ai eu quelques... Ça vient pas... J'avais quand même un peu d'aide, quoi. Ouais, tu as un peu d'aide, mais tu te l'es créé. Je me suis créé et après, je me suis servi du réseau que j'avais à côté pour me faire avancer. Donc, du coup, grâce à Fabien Barthez, j'ai pu porter Zinedine Zidane. Donc, en termes de communication et d'image, voilà. Le jour où je porte Zidane, une semaine après, j'ai presque moitié des patrons de Toulouse qui m'appellent, quoi. Et ouais, mais après, tu vois, ça t'a aidé. Donc, ça veut dire que tu t'es servi de ton réseau que tu t'étais créé. Mais pour autant, je le sais, parce que dans le monde du VTC, c'est très difficile. T'as beau être recommandé, pour que les gens ils te rappellent et que tu fidèles, il faut avoir un niveau de qualité qui est comme ça. Donc, c'est-à-dire que
après 10 ans, ça fait plus de 10 ans que tu es 10 dessus et que tu es. C'est que j'assure, ce qu'il faut faire, je le fais. On peut te brancher, mais si derrière, la qualité, le service ne suit pas, t'es rayé du jour au lendemain. C'est quoi ta qualité à toi? Du coup, c'est quoi les ingrédients qui font que ton service il est premium? Jamais être en retard. Tu es chauffeur privé, c'est la base. Une demi-heure avant, la course elle est à 16h, à 15h15, t'es garé. C'est pas à 15h55, c'est 15h15, t'es garé, ton véhicule, tu le touches plus, parce qu'on ne sait jamais ce qui peut arriver, t'as été chauffeur, tu touches plus, et à moins de 10, voilà, t'es là devant le client, et le client il est content. Il faut que ton véhicule il soit nickel chrome. Nickel, propre, tout, faut rien laisser, voilà, parce que tu te forces sur un client, je pense que ça va très vite d'un côté comme de l'autre. Ouais. Donc, on n'a pas droit à l'erreur. Surtout que toi, tu transportes au final pas mal de personnalités. C'est quand même, c'est pas anodin ce qu'on dit. C'est-à-dire que quand tu travailles avec des grands hôtels, tu as été mis en relation, certes, mais quand un hôtel, ils t'appellent pour leurs meilleurs clients qui sont des célébrités, Ouais, c'est que il faut qu'ils aient une confiance absolue en toi. Et toi, tu n'as pas intérêt de te rater. Je pense que tu as récupéré beaucoup de célébrités. Oui. Je le vois sur les réseaux sociaux. Ouais, beaucoup. Et non, c'est chaud. Je vois le stress déjà des assistantes parce que eux, ils ont leur boulot entre les mains aussi. Hein, parce que quand ils te confient leur boss, je vois déjà dans la personne le stress qu'elle a à te le confier quand tu ne connais pas. Donc, j'ai pas le droit à l'erreur. Après, j'en dors pas, mais il y a 3 réveils. Et non, mais voilà, après, je peux pas tout dire aussi non plus, mais il faut être carré, c'est tout. C'est un métier qui te plaît? Tu te sens épanoui dans ton travail? C'est extraordinaire. Je fais des visites avec des étrangers, je vois du monde. Le lendemain, je peux être au foot. Je suis toujours en relation avec le foot, finalement. Je peux être au stadium pour un match, je peux faire des prestations sur du rugby, je peux aller au Énergie Musique avec des artistes. Le lendemain, je peux avoir des transferts simples avec tout le monde, mais c'est incroyable. Donc toi, tu t'épanouis dans ton job de VTC et de chauffeur privé. Oui. Qu'est-ce que les gens ne voient pas? Tout le monde se dit, en fait, ouais, c'est facile. C'est facile. Oui, ils voient que des Tristan, images. il transporte Zinedine Zidane, il transporte des célébrités, c'est cool. Qu'est-ce que les gens, de quoi on se doute pas par rapport à tout ce qu'on vient de dire, le sérieux derrière, la pression, voilà, qu'il faut accumuler, bien répondre, tout le travail invisible que les gens ne peuvent pas voir. La rigueur, tu ne peux pas faire autant de personnes connues ou importantes sans avoir une véritable rigueur sur son travail, quoi. Surtout que c'est un métier, tout à l'heure on l'a dit, footballeur, c'est déjà un métier qui est très décrié, mais il est quand même très exigeant, parce que c'est du sport de haut niveau. En tant que chauffeur privé, c'est très exigeant aussi, il faut que les gens aient conscience, je sais, parce que j'ai fait quand même quelques années, il faut se lever très tôt. Je sais pas à quelle heure tu te lèves souvent le matin? 4-5 heures, presque tous les jours. 4-5 heures, et les gens vont prendre le train, vont prendre l'avion, vous n'avez pas le droit de vous rater. Donc, des fois, il fallait récupérer une personne, je ne sais pas où, à Barcelone, à 6 heures du matin. Donc, il faut être là-bas, soit la veille, soit... Donc, oui, il y a beaucoup de choses à mettre en compte. Le véhicule, si tu crèves sur la route, il y a tellement de choses. Après, les gens ne le voient pas comme ça, parce qu'ils ne voient que les images. Mais il y a du travail derrière. Beaucoup de travail. Oui, beaucoup. C'est une exigence qui est énorme. Beaucoup. Comme hier, on me disait, j'étais à un anniversaire, ils me disent, mais toi, à 1h30 du matin, t'es déjà parti. Le lendemain, moi, j'assume, le lendemain. J'ai des gens importants. J'ai des gens importants à transporter. Après, on ne divulgue pas. Mais il faut que je sois bien. Après, je conduis toute la journée. J'ai des clients, il faut conduire. Donc, oui, il faut que je sois... Il faut que je sois bien, et voilà. Tu as perdu des clients déjà Est-ce qu'il y en a qui n'ont pas été satisfaits de tes prestations? Bah, sûrement. Sûrement. Après, on ne peut pas plaire à tout le monde, mais il y en a qui ont été pris, il y en a qui ont été piqués, parce que c'est la guerre aussi. Il ne faut pas croire qu'on
entre chauffeurs et les sociétés, c'est la guerre. On se pique les clients. C'est très difficile. Jalousie, voilà. Donc, on essaie de rester dans son coin et être le plus discret possible parce que faut pas croire que c'est un long fleuve tranquille. Il y a de la concurrence comme dans tout. Et donc, toi, tes ingrédients pour perdurer après 10 ans dans ce métier, ça serait lesquels? Si tu devais donner 3 ingrédients pour réussir en tant que chauffeur privé, pour y arriver en tout cas, tu donnerais quoi comme conseil? Être vraiment rigoureux sur les horaires, les clients, discret et avoir la voiture adéquate. Elle est importante. Est-ce que quand tu étais au foot, souvent au foot, pour les gens qui écoutent, on te donne un horaire de rendez-vous pour des causeries ou des choses comme ça. Est-ce que tu étais à l'heure, toi, tout le temps, à l'époque? Toujours. Tu as toujours été à l'heure? Mais c'est pour ça que je l'ai depuis longtemps. Ils essayaient même, le coach, mes collègues essayaient de m'attraper parce qu'on avait des amendes pour les retards. De m'attraper pour les... Jamais j'étais en retard à un entraînement, un match ou impossible, j'ai jamais payé une amende. Ok, bon, j'ai tenté parce que je me suis dit, s'il le faut, en fait, avant, Non. il était. Ça aurait pu existe. être un peu. Ça existe parce que je travaille avec un chauffeur qui était au foot tout le temps en retard. Il y avait même le bus en bas de chez lui. Et maintenant qu'il bosse avec moi, il est carré de chez carré. Et même moi, ça m'étonne. Tonton Franck Casa. Donc, ouais, non, moi, par contre, j'ai toujours été comme ça. Donc, Et si on t'avait dit à 15 ans que tu aurais ce parcours-là, t'aurais fait quoi? J'aurais signé, hein. De suite. De suite, parce qu'à 15 ans, j'étais au collège et c'était chaud. Hein. J'étais chaud. C'était difficile. Le collège, vraiment, c'était difficile. Le lycée, encore plus. Donc, j'aurais signé de suite. Hein. J'avais même quelqu'un qui me faisait mes devoirs. Je le payais. Hein. Ah oui, parce que je faisais déjà du foot. J'avais un peu d'argent et je le payais pour faire mes devoirs. Mais c'était compliqué, quand même, le collège. Et donc, quels sont, en plus, là, on a la chance, ta fille, elle nous suit aujourd'hui. Ouais. Quels sont les conseils, du coup, que tu donnerais à ta fille avec toute l'expérience que tu as maintenant sur ces 2 métiers? Mais je lui dis tous les jours, c'est la rigueur. Mais elle l'a déjà. Je pense que c'est... Elle est rigoureuse. Elle travaille mieux que moi. Donc, à l'école, elle a un parcours... elle est la tête aussi. Elle fait du sport. Donc, elle sait ce que je lui demande. Et de toute façon, elle voit comment je suis maniaque. Donc, sur ces choses-là, être à l'heure, rigoureux, respecter, bien parler. Donc, je pense qu'elle sait déjà. Et à toutes les personnes qui nous écoutent, qui se trouvent plein d'excuses, parce que souvent, en fait, on a pas mal d'excuses en disant « Ouais, mais pour un tel, c'est facile, il fait ci, il fait ça. Toi, a priori, rien n'a été facile depuis le départ. Même quand tu as réussi à atteindre ton rêve, tu as pris des galères. Là, tu as un métier qui est tout le temps sous pression, qui est ultra exigeant, qui est très concurrentiel, où il y a des merdes à chaque fois. Tout le temps. Donc, quels sont les conseils que tu peux donner à des personnes qui, eux, n'osent pas faire des choses? Il faut y croire, il faut tenter. Et la roue, elle tourne toujours. Moi, je me dis, on passe des moments difficiles, mais au final, ça tourne toujours. Quand on est sérieux, rigoureux et bien envers les autres, je pense qu'on est toujours récompensé. Et c'est le cas, a priori. Des choses. En tout cas, toi, tu es fier de ton parcours? Oui, moi, je suis fier parce que je ne me voyais pas autre part. Hein. Je ne l'aurais pas imaginé, je ne me voyais pas autre part. Là, je suis bien, je n'ai pas aussi envie de trop grossir parce que j'ai mes filles, je m'occupe de mes filles et tout ça. Et dans le statut que je suis maintenant, indépendant, avec de la sous-traitance et tout ça, ça me va. Les clients et les hôtels avec qui je travaille, ils me font confiance. Après, voilà, faut faire toujours attention parce que ça tourne toujours et il faut rester vigilant, quoi. Ouais, surtout que, encore une fois, toi, tu n'as pas choisi la solution de facilité. Ouais. Tu es passé d'un métier qui est déjà très instable, celui du foot, Très instable. un métier de chauffeur de VTC. Tu t'es lancé en indépendant. Il n'y a pas plus dur. Oui, En fait, il faut se créer sa clientèle. Tu es parti de zéro et tu l'as fait. Moi, franchement, je dis chapeau parce qu'en fait, à chaque fois, tu vois, je t'ai vu arriver au foot. Tu as vu mes parcours, hein. Voilà. Mhm. Tu es arrivé dans le monde du VTC, qui est un milieu très difficile. Et 10 ans après, tu es encore là. Ouais, beaucoup de concurrence. Il y a les taxis, il y a les VTC, il y a les applis.
Mais bon, voilà, on s'accroche, hein, c'est difficile. Il y a eu le Covid, on s'est réadapté, ça n'a pas été facile. Comment tu fais? Ouais, pardon, parce que par exemple, est-ce que le Covid a eu un impact sur ton activité de chauffeur? Alors, pendant le Covid, j'imagine que oui. Comment tu as fait pour survivre? Le Covid, écoutez, comme tout le monde, on a eu 3 mois où tout le monde a été arrêté, donc mes crédits de véhicules, j'ai 2 véhicules, ont été arrêtés. Mais après, par la suite, il fallait continuer, mais ça a duré presque 1 an et demi, le temps que ça reprenne bien, parce que moi je suis dans le tourisme, donc spectacle, tout ça, donc tout ça est arrêté. Et j'ai quand même trouvé un plan B avec Mercedes qui m'ont pris pendant presque 1 an et demi à livrer les véhicules parce que comme j'étais professionnel, je pouvais me déplacer moi. Et les clients ne pouvaient plus se déplacer pour venir récupérer leurs véhicules. Et j'ai fait livraison de véhicules pendant le Covid, pendant un bon moment, le temps que ça revienne. Et après, je suis revenu sur mon métier. Et pendant ça, il fallait payer les crédits. Ça n'a pas été facile, perte de trésorerie, tout ce que... Parce que j'avais bien commencé, j'avais fait une bonne trésorerie et tout ça, mais le Covid a remis tout à zéro. D'ailleurs, c'est un sujet qu'on n'a pas du tout abordé. Ouais, D'ailleurs, allons-y. Tu te lances Je me lance en 2015. en tant qu'indépendant. Ouais. Et en fait, quand tu es indépendant, tu es chef d'entreprise. Ouais. Donc, comment tu arrives à gérer ta boîte? Mhm. Parce qu'il faut gérer, donc, tu l'as dit, la trésorerie. Mhm. Mais souvent, quand on se lance en tant qu'indépendant, qu'on ne connaît pas, on se dit, en fait, le chiffre d'affaires que je fais, c'est mon salaire. Ouais. Ça a été facile pour toi de réussir à tout à bien t'organiser par rapport à ça? La chance, c'est que je me suis bien entouré. Hein. Toujours en fonction du foot, un collègue qui était comptable, qui est venu dès le départ. J'ai pris un bon comptable, un bon expert comptable. Lui, il m'a conseillé sur le juridique, tout ça. Donc, jusqu'à aujourd'hui, je suis avec lui. Donc, lui m'a guidé sur ce champ-là. Et par la suite, c'est le travail. Donc, En tout cas, les conseils qu'on peut donner, franchement, c'est il faut bien s'entourer. Et je pense qu'il faut bien s'entourer. Hein. Parce que si je serais parti tout seul, j'avais pas de comptable, c'est des trucs que je connaissais pas. Quand j'ai commencé, je connaissais pas. Je connaissais rien de l'entrepreneuriat, je connaissais même pas la TVA, je connaissais rien du tout. Donc, heureusement que je me suis bien entouré avec des gens qui étaient compétents dans leur domaine, qui ont pu m'aiguiller. Je me suis trompé sur le premier véhicule, parce que j'ai acheté un 4x4. Quand tu es chauffeur, c'est soit une berline, et maintenant un van, toi-même tu le sais. Donc après, tu investis sur ça, il faut rechanger derrière. Donc il y a des... Et puis c'est pas négligeable, hein. Pour info, un van, alors je sais pas combien ça coûte, mais ça doit coûter entre 60 et 100 000 balles. Hein. 73 000 euros. Ouais, 73 000 euros. Et donc, faut refinancer, il faut redonner des apports. Parce que c'était le début, je me suis trompé, j'ai fait des erreurs que maintenant j'ai compris. Mais au final, ça a très bien marché jusqu'en 2019, jusqu'à ce Covid. Et le Covid, après, il fallait se réinventer. Mais quand c'est reparti, ce qui est bien, c'est que j'avais déjà ma base clientèle. Donc, il fallait juste que... Mais il a fallu quand même que tu fasses le dos rond pendant une certaine période. Ouais. Mais a priori, tu es le roi du plan B quand même. Parce que tu as dit te réinventer. Mais je pense qu'en fait, moi, c'est pour ça que je t'ai invité. Parce qu'en fait, toutes les personnes qui n'osent pas se réinventer, et putain, mais prenez exemple sur Tristan, en fait. Tu t'es réinventé... tu t'es inventé déjà dans le foot alors que... oui, voilà, je t'ai pas... Ouais. Tu t'es... Alors que non, en fait, je veux dire, tu vois, tu as cru. VTC... Tu l'as fait, t'es tombé dans la pire période avec le Covid, tu as trouvé un plan B, tu vois, en ayant des contacts. Qui a permis d'assurer un peu mes charges fixes que j'avais pendant un bon bout de temps. Et quand c'est reparti bien depuis, il n'y a pas longtemps, hein, 1 an et demi, 2 ans. Hein. C'est pas parce que le Covid, ça a été en fin 2020, après il y a eu 21, le temps que ça repart 22. Et on a serré les dents, on a payé les charges et tout ça. Et c'est bien reparti. Mon activité vraiment est bien repartie l'année dernière. Donc j'ai pris un gros coup au Covid. Mais bon, on est là, on s'accroche. Si on fait la conclusion, si on fait le résumé de tout ça, moi j'ai l'impression que toi, tes ingrédients pour ta recette magique, en fait, c'est 1, tu crois en toi. Oui, c'est ça. Tu vas à fond. C'est ça. 2, tu sais t'entourer. Et quand on te donne une chance... tu sais l'exploiter en ne te ratant pas, parce qu'en fait, ça veut dire que aussi bien au niveau du foot, quand tu as donné ta chance, que en tant que VTC, tu l'as saisi et tu fais le taf. Et derrière, tu es ultra exigeant et tu es carré. Trop exigeant sur moi-même.
Ouais, mais en fait, c'est ce qui te permet d'avoir ces résultats. Oui, parce Tu que sais, j'ai moins de tu talent. sais rebondir, Mm. tu sais te réinventer. Et puis en fait, toi, c'est quoi? Tu fonces. Donc, Ouais, je, je fonce. Et quand on parle de Covid, mais il n'y a pas eu que le Covid, hein. Les stations essence qui fermaient, carburant. Il y a eu les grèves des retraites, il y a les gilets jaunes. Non, ça a été compliqué. Donc là, il fallait s'accrocher, hein. Parce que moi, mon métier, je le connaissais, mais ça dépendait même plus de moi, là. Quand il y a eu les grèves, pas d'avion, pas d'avion, nous, pas de clients, hein. Donc, pas de train, pas d'essence, on ne peut pas rouler. Il fallait s'accrocher. Tu traverses des moments compliqués, mais tu t'accroches, hein. Tu t'accroches, donc, et tu laisses passer. Et là, ça s'est passé. Et là, j'espère qu'on repart, qu'on repartira encore mieux que quand j'ai débuté. Quand j'ai débuté, c'était plus facile. Quand on commence, le comptable, il te dit, tu as le droit au chômage parce que tu étais au foot, tout ça. Donc, tu commences ton activité, tu te dis, tu as déjà le chômage à côté, donc c'est bien, nanana, mais faut faut quand être même, content, hein. voilà, faut quand même mettre de côté parce que quand tu vas commencer à te payer, ça va piquer parce que je connaissais pas. Maintenant, je me rappelle quand je demandais une augmentation au foot, on me disait non, non, Tristan, mais derrière, 2 fois, nous. Mais maintenant, je le vois, moi. Tu te payes ça, tu payes ça. Donc, et après le Covid, c'est ça qui a été le plus compliqué parce qu'il n'y avait pas de chômage, il n'y avait plus rien. Il fallait. Heureusement que j'ai mis la trésor un peu de côté, mais là. Donc, bon. Et donc là, j'espère qu'il n'y aura plus trop de. Mais je me dis qu'il y aura toujours quelque chose. Toi, ouais. Toi, en fait, il Je peut rien suis sûr t'arriver. je me dis qu'il y aura toujours quelque chose parce que à un moment donné, le Covid, on n'aurait jamais pensé qu'il pouvait y arriver. Il est arrivé, mais bon, après, il faut être prêt en fait. Est-ce que, avant de clôturer, est-ce qu'il y a des choses qu'on a oublié de dire que tu penses qu'il serait utile de donner comme conseil ou comme petite astuce à des personnes qui écoutent et qui ont, qui ont beaucoup, sûrement plus de chance que toi sur plein de trucs tu leur dirais quoi Mais moi, je leur dirais juste de croire en eux et qu'il y a la place pour tout le monde. En étant sérieux, je pense qu'il y a la place pour tout le monde et qu'il faut laisser son confort et prendre un petit peu de risque. Parce que c'est pas des énormes risques. Après, il y en a qui prennent des très gros risques. Je pense que oui, il faut prendre des petits risques, ça peut changer une vie, quoi. Et j'ai noté aussi Mhm. un secret que tu as, je pense. Ah bon? Ouais, tu as un secret parce que quand on a commencé à échanger, quand je t'ai dit vas-y Tristan, est-ce que tu veux venir sur le podcast et tout, tu m'as dit, et pour moi ça montre la rigueur en fait que tu as et comme tu es bon, tu as dit ne m'écris pas sur WhatsApp ou sur LinkedIn, sur les réseaux sociaux parce que les réseaux sociaux, c'est un danger. Je peux en fait je sais plus ce que tu m'as dit mais en gros, j'ai compris, tu fermes un peu les réseaux sociaux pour pas te laisser absorber par ça. Et pas te défocus, en gros. J'ai Oh, compris ça comme ça. Est-ce que tu confirmes? et je confirme exactement. J'y suis sur réseau, mais j'ai aucune notification, donc je les vois pas. Donc j'y suis parce que je suis chauffeur, j'attends. Donc je regarde, mais je ne me prends pas trop compte, je regarde pas trop les messages dessus. J'y vais quand j'y vais. Ah. Donc vaut mieux m'écrire par téléphone ou par WhatsApp. Mais pour moi, directement. c'est Mm. symptomatique vraiment de ta qualité. Parce qu'en fait, alors déjà, on le voit beaucoup, il y a plein de chauffeurs de VTC, je peux vous dire. De toute façon, tout le monde le voit quand on prend un chauffeur. Il est sur son téléphone, il regarde des trucs. Il y a plein de gens qui se laissent perturber par ça dans leur travail, qui ne sont pas concentrés parce qu'ils regardent les notifications à droite, à gauche et tout. Mais en fait, juste le simple fait que tu m'aies dit ça, j'ai dit, voilà, franchement, J'ai aucune, bravo. aucune notif, ça sonne pas. Donc, Ouais, mais tu t'es enlevé un trouble. ouais, voilà. Bah oui, tu avais des clients, tu avais des chauffeurs, tu transportes, tu conduis. Si ça fait que sonner, non, rien, désactivé. Je vois que quand je vois. C'est pour ça que je t'ai dit, appelle-moi ou tu me laisses un message par téléphone normal. Et parce que maintenant, la mode des gens, c'est t'écrire ou t'appeler avec Insta ou. Non, mais non. T'es, un appel normal, quoi. Moi, c'est désactivé. En tout cas, voilà. Si vous êtes chauffeur VTC, écoutez Mhm. tous les conseils de Tristan. Non, Si vous êtes moi, j'ai aucun conseil à donner. inspirez-vous de Tristan si vous êtes chauffeur VTC parce que franchement, il a donné plein de petits tips que vous devriez appliquer, franchement, si vous voulez cartonner. Et pour tous ceux qui écoutent, Mhm. qui sont malheureux au travail, pas épanouis au travail, qui n'osent pas faire quelque chose, mais
inspirez-vous. Voilà, inspirez-vous et faites pareil. Envoyez. Non, chaque personne a son étoile, je pense, mais il faut oser. Voilà. En tout cas, merci. Tristan, Merci Sylvain, de- merci pour l'accueil. Et c'est gentil, un plaisir de te revoir comme d'habitude. Ouais. Check. Bon,